J'appelle la communication suivante du docteur Benjamin Moulin, embolisation des artères géniculées, nouveau traitement dans la gonarthrose. 15 minutes. Bonjour à tous. Merci à l'Académie pour cette invitation. Euh, donc en préambule, l'embolisation, qu'est-ce que c'est? C'est l'occlusion volontaire d'un vaisseau sanguin à visée thérapeutique. C'est-à-dire que d'habitude, on a plutôt l'habitude de déboucher les artères. Et puis il y a certaines pathologies qu'on arrive à traiter maintenant en bouchant les artères ou au moins leur distalité. C'est une intervention qui a été développée initialement dans les contextes post-traumatiques et puis qui a vu de nouvelles indications apparaître avec le temps dans le carcinome hépatocellulaire, les fibromes utérins, la prostate et puis récemment autour des pathologies musculo-squelettiques. Alors, finalement, quand on regarde cet article-là, on se rend compte que finalement, si on prend le sérum d'un patient avec de l'arthrose, donc là, OA, c'est arthrose, et puis RA, c'est polyarthrite rhumatoïde, on se rend compte que dans le sérum des patients arthrosiques, il y a peu d'inflammation. Là, on a toute une liste de marqueurs d'inflammation. Plus ils sont rouges, plus c'est élevé, puis ils sont bleus, plus leur niveau est bas. Donc, le sérum des patients avec une arthrose est peu inflammatoire. En revanche, leur liquide synovial, donc CSF, montre des niveaux d'inflammation qui sont pratiquement équivalents à ceux d'une polyarthrite rhumatoïde. Ce qui peut sous-entendre que l'inflammation pourrait être une cible thérapeutique. Et puis, quand on s'intéresse au mécanisme de l'inflammation dans l'arthrose, on se rend compte que l'angiogénèse, la néoangiogénèse, a une place particulière, c'est-à-dire la production de vaisseaux anarchiques qui est retrouvée finalement dans beaucoup de lésions. Là, vous avez des coupes histologiques. On retrouve une infiltration par des néovaisseaux ici dans des tunnels qui sont faits depuis l'os sous-chondral vers le cartilage. Ici, vous avez de l'infiltration par des néovaisseaux dans des ostéophytes. Ici, des néovaisseaux dans des panus périarticulaires. Ici, dans les ménisques. Et puis ici, dans les membranes synoviales. Donc finalement, si on reprend les données de ces deux diapos, on se rend compte que potentiellement, la gonarthrose peut être ciblée par un traitement local. Et puis qu'avec ce mécanisme d'angiogénèse, je ne l'ai pas dit non plus, mais qui est associé à une croissance des petites fibres nerveuses distales, qui sont elles-mêmes des médiateurs de la douleur et qui entraînent elles-mêmes de l'inflammation, ce qui amène à un cercle vicieux entre néoangiogénèse, inflammation et douleur. C'est pourquoi on a pensé à l'embolisation des artères géniculées pour cibler cette néoangiogénèse, pour la détruire. Donc l'idée, c'est de faire une occlusion de ces néovaisseaux pour casser le cercle vicieux de l'inflammation et stopper la progression des lésions. Donc il faut utiliser des particules de petit calibre, inférieures à 100 microns, qui vont aller boucher ces petites artères. Et l'idée aussi, c'est de préserver la vascularisation usuelle de l'articulation pour éviter les complications vasculaires ischémiques, donc en utilisant plutôt des particules résorbables. Actuellement, qu'est-ce qu'on utilise pour réaliser ces embolisations? Il n'y a pas d'agent d'embolisation officiel, donc c'est pour l'instant un peu des recettes de maison. Il y a des équipes qui utilisent de l'imipenem parce que l'imipenem cristallise et fait des microcristaux qui font à peu près 50 microns. Donc en émulsion avec le contraste, pardon, ça marche très bien. Et puis, on peut également utiliser du lipiodol, qui est un vieux produit de contraste huileux, qu'on mélange avec des produits de contraste aqueux modernes pour faire une petite émulsion qui fait des microparticules qui vont également permettre de boucher ces néovaisseaux. La durée de vie, la durée de résorption de ces agents d'embolisation est de l'ordre de 10 minutes. À quels patients ça s'adresse? Alors pour l'instant, c'est des patients donc, qui ont une gonarthrose qui est symptomatique avec des douleurs. Généralement, on considère qu'il faut au moins une EVA 4 sur 10, des lésions d'arthrose qui sont radiographiquement prouvées avec un stade Kellgren 1 à 3, et puis qui sont en échec de traitement conservateur, donc les traitements physiques, médicamenteux, et puis après échec d'au moins une injection intra-articulaire.
Dans notre équipe, on réalise une IRM aussi avant l'intervention pour se vérifier qu'il n'y a quand même pas de cause chirurgicale, un ménisque traumatique ou des choses comme ça. Et puis, je pense qu'il faut faire attention aussi aux patients artéritiques et donc réaliser un Doppler artériel des membres inférieurs en cas de doute ou de facteur de risque. L'intervention en pratique, comment ça se déroule? Ça se déroule dans une salle de cathétérisme, donc qui est similaire à ce qu'on peut voir en cardiologie pour les coronarographies, donc avec une table et puis une machine à rayon X qui se déplace en crânio-caudal, qui permet aussi de faire des rotations. L'accès se fait, moi je fais ça par l'artère tibiale parce que les suites sont plus simples. Donc on fait une ponction artérielle éco-guidée de l'artère tibiale antérieure ou postérieure au niveau de la cheville. On met ensuite une petite gaine de quelques millimètres dans cette artère qui va nous permettre de passer nos cathéters. On monte un cathéter dans l'artère fémorale superficielle. On réalise une angiographie que vous voyez ici, qui va nous permettre de voir les artères géniculées. Habituellement, il y a pratiquement toujours une artère géniculée descendante et puis des artères géniculées médiales et latérales qui peuvent être au nombre de 2, au nombre de 3, c'est un peu variable, avec parfois également des petits rameaux ascendants depuis les artères tibiales. Donc ça, c'est une angiographie globale. Et voici des images de ce qu'on découvre quand on fait des angiographies suprasélectives, c'est-à-dire qu'on amène un microcathéter, un petit cathéter à l'intérieur de notre cathéter, dans ces artérioles, et on fait des injections. On voit ces images de ce qu'on appelle des blushs. On voit, alors ici c'est de la soustraction, donc ici on est autour du condyle. On voit aussi ces images-là, ici, là, comme des petits cheveux qui correspondent à ces néovaisseaux. Donc ici, d'autres images avec souvent cet aspect où vraiment on a comme un encorbellement pardon, des condyles. L'embolisation, on se place un petit peu en amont du vaisseau principal qui donne ces néovaisseaux. Et puis on réalise ce qu'on appelle une embolisation suprasélective de ces branches. On réalise ensuite un contrôle en angiographie. Donc ici, vous voyez l'angiographie globale. Vous voyez ici des petits néovaisseaux. On regarde l'interligne ici et puis on regarde de l'échancrure. On positionne notre cathéter ici, on réalise l'embolisation et ça, c'est l'injection de contraste après embolisation. On voit que le tronc de l'artère reste perméable, mais que les petits vaisseaux se sont éteints. Les suites, on met un pansement compressif sur le point d'entrée sur l'artère, une surveillance d'à peu près 1 heure à l'hôpital de jour. Et puis, de temps en temps, on a cette décoloration transitoire qui est liée sans doute au passage de quelques particules dans les artères à destinée cutanée. C'est une petite image de livédo qui sont résolutives spontanément en quelques heures. Les résultats, il y a quelques études prospectives sur le sujet. Il y a une méta-analyse de 2023 qui les a reprises. Donc, 9 études, 270 patients et 339 genoux. Le premier élément, c'est la sécurité de la procédure. On voit qu'il y a peu d'événements indésirables et qui sont tous des événements mineurs avec des grades 1 de la classification de Clavien-Dindo. Donc, c'est une procédure qui est relativement sûre. Les résultats en termes de douleur et de score fonctionnel dans les suites de l'embolisation, donc dans cette méta-analyse, on retrouve en moyenne 30 à 40 points de diminution du score EVA sur la douleur et à peu près la même chose, un petit peu moins, autour de 30 points de diminution sur les échelles de score WOMAC. Si on compare ça avec les MCID, qui sont la différence minimale considérée comme cliniquement significative, en prenant 20 points pour l'EVA et puis 17 points pour le score WOMAC, on voit que à la fois sur les douleurs et sur le score WOMAC, on reste à des niveaux nettement supérieurs à ce MCID avec un effet qui persiste dans le temps. Je ne l'ai pas montré sur la diapo d'avant, mais à 1, 3, 6 et 12 mois, un effet qui est relativement stable. Et puis dans cette méta-analyse, ils avaient également fait une simulation de Monte-Carlo, donc une analyse purement statistique, mais pour essayer d'avoir des informations sur le nombre de patients qui atteignent ce seuil de douleur. Au niveau de l'EVA, l'analyse statistique retrouvait 87 et 78% des patients qui atteignaient ce seuil à 6 et 12 mois. Et au niveau du score WOMAC, 86 et 92% pardon, à 6 et 12 mois.
L'évolution après traitement, on a à 2 ans 8% des patients qui avaient eu une nouvelle embolisation et 5% des patients qui ont eu une prothèse de genou. Ici, un des essais qui était inclus dans cette méta-analyse, qui est à ce jour le seul essai en aveugle contre placebo qui a été réalisé, avec crossover possible à 1 mois. Je suis désolé, les images ne sont pas très belles, mais en rouge, vous avez le groupe traitement et en noir, le groupe placebo. On voit bien qu'au bout d'1 mois, avec réalisation du crossover, il y a un effet d'amélioration qui se voit à nouveau sur le score EVA et sur le WOMAC. Euh, il y a cet essai qui est intéressant, qui est Genesis 2, qui a commencé les inclusions. C'est embolisation contre placebo avec crossover possible à 6 mois, qui aura un peu plus d'effectifs, qui est un essai de phase 3 qui permettra d'avoir également plus d'informations sur l'efficacité de cette procédure. Donc, en conclusion, sur l'embolisation des artères géniculées, les avantages, il y a quand même un rationnel physiopathologique avec la néoangiogenèse qui fait partie des mécanismes de dégénérescence de l'arthrose. C'est une procédure qui est sûre, avec peu ou pas d'effets indésirables, et puis des études préliminaires qui sont encourageantes quant aux résultats sur l'efficacité à la fois sur les douleurs et à la fois sur les scores fonctionnels. Les inconvénients, ça reste un traitement invasif. Pour l'instant, si on compare aux injections intra-articulaires, c'est un petit peu plus long et puis c'est un petit peu plus cher, au moins si on compare avec les injections de corticoïdes, parce qu'il y a besoin d'une hospitalisation ambulatoire et plus l'intervention. C'est aussi une intervention qui pose quelques questions. Sa place exacte dans l'arsenal thérapeutique, notamment en termes d'évolution, et quel patient en bénéficie le plus. Et puis, il y a aussi une discussion sur le choix des agents d'embolisation. Il y a des équipes qui utilisent des agents résorbables pour éviter au maximum les lésions osseuses ischémiques et d'autres équipes qui pensent qu'on peut mettre des agents définitifs avec des toutes petites particules pour occlure définitivement ces néovaisseaux dans l'idée d'avoir un intérêt sur ces néovaisseaux plus marqué. Il y a aussi actuellement des agents dédiés qui sont en développement avec des microsphères résorbables d'une durée de vie de 10 minutes environ également. Je vous remercie. Merci beaucoup, docteur Moulin, pour cette très très belle étude. Euh, et espérons que ça marche. Je peux mettre de prothèse de genou. Après, je prendrai ma retraite, donc c'est bon. Voilà. Docteur Chapoche. Oui, alors moi, quand j'ai découvert cette technique et je venais de travailler sur l'angiogénèse, évidemment, j'ai été intéressé. Plusieurs questions. À quel stade tu fais ces embolisations? Alors, comme je disais, pour l'instant, c'est du stade 1 à 3 sur des données essentiellement radiographiques, plus des données cliniques de douleur. Après, si on regarde finalement les études, on voit que la néoangiogénèse, finalement, elle précède les lésions osseuses. Donc, on a envie de remonter finalement, de remonter dans les stades et sans doute qu'il y aurait peut-être un bénéfice plus important Mais comment à le faire dans faire? les premiers stades. Comment le savoir, puisque les patients ne consultent pas s'ils ont pas mal, quoi. Oui, ou alors première poussée douloureuse en comparaison D'accord. versus une infiltration. Dans tes résultats, ça a duré combien de temps? Pour l'instant, 1 an. Et au-delà, on n'a pas encore beaucoup de recul parce on a commencé à faire ça il y a 2 ans. Donc la première année, on n'a pas eu beaucoup de patients. D'accord. Parce que le produit disparaît. Enfin, celui que tu utilises Oui, disparaît. oui. Donc, on peut considérer que cette vascularisation se rétablit. En fait, le rationnel aussi, c'est que ce sont des néovaisseaux, donc c'est pas vraiment c'est pas comme une vraie artère qu'on a besoin de D'accord. boucher de manière définitive et que le simple fait de l'occlure pendant 10 minutes entraîne sa résorption définitive. Tu veux dire que ce n'est pas les artères géniculées que tu embolises, c'est en fait la microvascularisation Voilà, qui est c'est au-delà. ce que je me suis dit en vous écoutant Voilà. tout à l'heure, c'est qu'en fait, le terme d'embolisation des artères Voilà. géniculées est un peu faux. C'est plutôt une embolisation de la néovascularisation. D'accord. Est-ce que tu crains pas derrière, si un jour on met une prothèse, il y en a encore Ouais, quand parce même, que qu'il y ait une moins bonne vascularisation, donc un risque infectieux, etc., etc. ça fait sans doute partie des risques et je pense que ça fait partie des choses qui justifient le choix d'un agent résorbable.
Professeur Denis Vincent, tu as un micro, non? Ouais, il faut que tu aies un micro. Voilà. Oui, extrêmement intéressant comme technique. Alors, comme expert judiciaire, j'ai vu des conséquences d'embolisation avec des recirculations des billes et puis des problèmes médulaires. Bon, donc, les billes sont manifestement très petites et puis pas très accidentogènes, mais ça peut toujours arriver, on peut imaginer. Deux questions. Est-ce que vous avez utilisé des produits anti-VEGF ou anti-angiogénèse, médicaments qui existent? Et deuxièmement, est-ce que vous avez apprécié, enfin, en quels matériaux les billes sont-elles? En d'autres termes, peut-il y avoir un risque de sensibilisation IgE-dépendante aux matériaux des billes utilisées? Auquel cas, l'utilisation ultérieure poserait problème par risque de choc anaphylactique. Alors, alors là, justement, dans les articulations, on utilise des agents résorbables. C'est pour ça que j'ai parlé de l'imipenem et du lipiodol en émulsion avec le produit de contraste. Donc ça, c'est des produits qui sont complètement résorbables. Et si les équipes qui utilisent les billes, les petites billes, c'est du polymère. C'est les mêmes billes qu'on a pour les embolisations bronchiques, fibromes, prostate. Moi, j'ai jamais entendu parler de sensibilisation à ces polymères. Et généralement, on dit qu'au bout de 3 à 6 mois, elles se résorbent spontanément dans l'organisme. Professeur Jolès. Est-ce que vous estimez les néo-angiovaisseaux? Est-ce que vous les trouvez à chaque fois dans les stades précoces avant d'aller plus loin vers l'embolisation? Alors, nous, c'est pour ça que je parlais du rôle de l'IRM éventuellement avec peut-être des séquences de perfusion qui pourraient permettre de déterminer le degré de néovascularisation, mais ça, c'est juste des hypothèses. Ensuite, en artériographie, moi, je me rends compte souvent que j'ai des patients qui ont mal, par exemple, sur la face interne du genou, et que finalement, quand on fait l'artériographie suprasélective des artères géniculées externes, on retrouve aussi des néovaisseaux. Moi, j'ai tendance du coup aussi à emboliser de manière préventive en me disant que ça va évoluer et que ces patients sont dans ces phases où les lésions sont en train d'apparaître. Professeur Benamou, spécialiste des artères. Mais pas du Peut-être genou. la néo-angiogénèse liée à l'arthrose, c'est intéressant. Est-ce que en dehors de l'embolisation, il n'y a pas d'autres agents thérapeutiques comme, je sais pas, l'irradiation qui pourraient traiter l'inflammation et la néo-angiogénèse? Peut-être ce serait une manière plus élégante que de envoyer des emboles. Je ne sais pas. Est-ce que vous avez une expérience de l'idée qu'on puisse traiter Non, non, non. ces réactions inflammatoires la néoangiogénèse, c'est une inflammation. C'est quoi? Docteur Rosenbaum, spécialiste des artères de l'œil. Oui, parce que justement, en ophtalmo, dans la DMLA, on a pas mal de problèmes de néovascularisation, justement, qu'on traite avec des facteurs anti-angiogénétiques, justement, pour rebondir sur la question qui avait été posée, qu'elle vous n'avez pas d'ailleurs apporté la réponse, justement. Et donc, est-ce qu'il serait possible d'envisager, par exemple, l'injection, enfin l'administration de ce type de produit, éventuellement compléter une sorte de laser ou de photothérapie en surface? Euh, Il y a du moment qu'on a un microcathéter qui est dans une artère, je pense qu'on peut injecter toutes sortes de produits. D'ailleurs, quand on fait dans le carcinome hépatocellulaire, on peut être amené à faire des chimio-embolisations avec des billes qui sont chargées avec de la chimio. Donc, on peut imaginer que ces billes pourraient être chargées c'est de l'avastin, je pense, équivalent. Docteur Vin. Philippe Ontupé. Alors, votre présentation a une iconographie absolument magnifique et puis un caractère innovant. Vous dites que c'est cher. Et donc, vous dites c'est aussi technique. Donc, avec l'hôpital de jour, est-ce que vous envisagez de faire une étude comparative sur le coût par rapport à un autre traitement plus conventionnel? Et d'autre part, est-ce que vous avez fait un PHRC pour cette étude? Non, il n'y a pas eu de PHRC pour l'instant. Et effectivement, quand je disais que c'était cher, c'était si on se comparait finalement dans ces techniques intermédiaires à l'injection de corticoïdes, à l'infiltration. Mais c'est vrai que quand on commence à parler peut-être de ponction de cellules mésenchymateuses qui passent après dans des machines, des choses, peut-être que finalement le coût est pas si élevé.
Parce que là, c'est de l'ordre de, je pense, si on compte l'hôpital de jour, on est de l'ordre d'une procédure entre 500 et 1000 euros, quoi. Docteur Chaboche. Oui, pour répondre à la radiothérapie ou autre, l'intérêt de l'embolisation, c'est que c'est micro-vascularisé et que l'embolisation, elle est micro-embolisée. C'est ça qui est intéressant. La radiothérapie, c'est quand même un peu général et une radiothérapie et faire une prothèse après, moi, ça me fait peur, hein. Donc, il faut faire attention quand même, hein. Moi aussi. Il faut faire attention. Voilà. Ouais. Et ce qui est intéressant dans cette embolisation, c'est qu'on a l'impression qu'on, pour la première fois, me semble-t-il, on arrive à être en amont du traitement de l'arthrose clinique, tout du moins. Et c'est ça qui est peut-être intéressant. Parce que cette microvascularisation, ça me semble être une des clés pour comprendre ce qui se passe dans l'arthrose au départ, sous le facteur mécanique, évidemment. C'est ça qui est intéressant. Docteur Cofinal. Moi, je suis très intéressé, effectivement. Je veux dire, j'écoute là votre argumentation pour voir beaucoup chirurgiens vasculaires, etc. Mais je veux dire, voilà, on aimerait bien suivre tout le processus qui vous a amené à, parce que je vois comment, sur des artériographies standards, je veux dire, comment ramener, je veux dire, ce processus de micro-angiogénèse qu'on voit dans pas mal de circonstances. Voilà, vous avez fait combien d'artériographies? Comment vous avez vu sur les artériographies standards? On n'a pas les temps, on n'étudie pas les temps qui permettent de voir justement cette microvascularisation, etc., etc. Comment, voilà, vous voyez comment je veux dire? Je veux dire, effectivement, si on prend un patient et qui a mal au genou, on lui fait une artério et puis effectivement, sélectif, puis après une embolisation hyper sélective, on va trouver des choses, etc. Mais le voir par rapport à la normalité, le voir sur le plan. Je critique pas du tout, hein, parce que je pense que l'histoire de cette histoire semble très intéressante. Après, quand on voit quand même les images que j'ai montrées là de néo-vaisseau, ça c'est clairement des images pathologiques. On n'a pas ça dans un genou normal, sur une artério standard, même sélective, je pense. Ce serait l'intérêt d'entrer dans un PHRC qui demanderait justement, si vous entrez véritablement dans un protocole de PHRC, on va vous demander peut-être ces éléments comparatifs sur un certain. Et tu as une autre question? Moi, je pense qu'il serait excessivement intéressant, alors peut-être vous l'avez fait, mais moi, je pense qu'il pourrait être très intéressant, c'est de refaire ton artério à 8 mois chez les patients chez lesquels ils n'ont plus de douleur, etc. Pour voir si on retrouve d'autres. Voilà. Professeur Cornu. Oui, merci beaucoup pour votre présentation. Effectivement, je voulais savoir si en radiologie non invasive, il est possible sur des IRM, jusque sur un scan, je pense, d'individualiser des images qui sont susceptibles de représenter une néovascularisation et de ce fait sélectionner des patients en amont de ce que vous étiez en train de nous dire tout à l'heure, ce qui est effectivement très important, et de ce fait avoir une population sélectionnée en amont des événements plutôt pathologiques et bien installés que vous traitez actuellement. Voilà. Mais c'est ce que je disais, je pense que ça peut être l'intérêt des IRM de perfusion, comme un peu dans la prostate, où on injecte et puis toutes les 5 secondes, on fait une image et puis on regarde comment se fait la vascularisation du genou. Là, le travail, à ma connaissance, n'a pas été fait, mais je pense que c'est un excellent travail qui serait à faire. Faites-le et revenez nous le dire. Merci. Merci au docteur Moulin. On peut l'applaudir.